rapport au premier cas clinique, on a montré donc à la suite des implants, 2 implants adjacents après 14 ans de mise en place, et on a vu après la thérapeutique chirurgicale. Bon, ça c'était le premier cas illustré la dernière fois. Puis on a pris le deuxième cas, un implant posé en 2003. Et là, c'est un implant voilà. Alors, il y a 17 personnes en attente pour la salle d'attente. Qu'est-ce que je fais? Admettre. D'accord. Voilà, regardez, je pense qu'on est en train de partager la fréquence. C'est bon? Juste une minute parce que je suis en train d'accepter les étudiants de la salle d'attente. Voilà. Je vous ai dit, le deuxième cas, c'était un implant posé en 2003. En 2005, souffrait donc la patiente ou le patient de poche, donc d'un sondage allant de plus de 5 mm, ou au niveau de la 33. Et donc, il y a une atteinte superficielle au niveau, donc, une zone un peu floue au niveau coronaire de l'implant. Voilà. Et on a décidé par la suite donc, de faire un curetage à ciel ouvert pour cureter bien la zone osseuse, des irrigations à la chlorhexidine. Et après l'assainissement, il y a eu une amélioration avec diminution de profondeur de poche de 3 mm. Mais en 2009, il y a eu donc une récidive avec une poche de 8 mm, toujours au niveau de la 33. Donc la lésion est plus visible actuellement, comme vous le voyez sur la diapo. Là, et voilà. Donc ici, il y a eu figure 3, donc il y a bon, presque l'inverse, figure 4, c'est le tracé d'incision. Par contre, la figure 3 nous montre la lésion donc, visible après l'incision et décollement du lambeau, comme vous le voyez, donc un cratère tout autour. Et voilà, il vous montre l'exposition de la lésion osseuse. Voilà. Et là, par la suite, un bon curetage et donc un prélèvement des copeaux de corticale, donc la partie basse, la plus apicale, du côté adjacent donc, de la lésion. Donc ces copeaux qui vont être, c'est-à-dire genre un coagulum osseux, donc une autogreffe, qui vont être placés donc au niveau condensé au niveau du cratère. Et donc, vous voyez, après avoir bien nettoyé la zone, là, on me montre la figure 7. Donc, la figure 8, la condensation de l'autogreffe. Et là aussi, on a rajouté, ce n'était pas suffisant, donc application donc, de bio-os, comme vous le voyez. Donc, généralement, on applique des membranes, une membrane pour couvrir le tout et bien supporter la greffe osseuse, c'est sûr. Voilà, et là, une barre d'Odler était mise en place pour la fixation de l'implant pour qu'il ne soit pas mobile pour assurer une meilleure cicatrisation en position osseuse. Voilà, après cicatrisation, donc vous le voyez, donc, voilà, une amélioration après 3 mois et après 1 an. Donc là, il vous montre l'étape initiale, donc figure 15A en 2003. Ici, donc la lésion bien nette donc, au niveau de la figure 15B, donc en 2009. Par la suite, à la suite de la condensation, donc toujours en 2009, quelques mois, donc 3 mois, c'était le 30 juin 2009. Après, toujours en septembre 2009, regardez la position osseuse, l'amélioration, donc tout autour du greffon, donc des contrôles périodiques, voilà, 1er février 2010, et vous voyez en avril 2010, toujours une bonne amélioration. Donc là, pour le traitement en plus donc, du greffon, il y a eu un traitement médicamenteux, l'amoxicilline, 2 grammes par jour pendant 6 jours, du paracétamol à la suite de l'acte chirurgical tous les 8 heures pendant 72 heures et bien sûr de l'antiseptique locaux.
Voilà d'autres cas, comme vous le voyez ici, autour d'un implant représentant une molaire. Donc, vous voyez 1 et 2, le cliché radiographique. Vous voyez la lésion osseuse, donc le cratère, donc c'est quand même un stade très avancé au niveau du tiers apical hein, de l'implant. Vous voyez l'aspect clinique. Donc, ici, l'incision, le décollement, donc 4 et 7, 4 et 5. Voilà, donc élimination donc, du tissu de granulation tout autour et vous voyez l'exposition de l'implant, visibilité du cratère et mise en place euh, donc, du bio-os. Comme vous le voyez, condensation donc, du bio-os tout autour au niveau de la hanche, comme vous l'image numéro 11, mise en place toujours d'une membrane résorbable et remise en place des lambeaux et sutures. Donc voilà, la visibilité, donc clinique, l'aspect, donc comme vous voyez par rapport à l'image 3 où le cratère il était bien visible et on voit même le défaut. Donc là, avec une dépression au niveau gingival au niveau de la 3, par contre au niveau de la 15, on voit une amélioration. Et vous voyez aussi l'amélioration radiographique généralement au-delà de 6 mois. Là aussi, c'est deux implants jumelaires. Donc, vous voyez donc une condensation osseuse. Vous voyez ici donc le décollement, bien sûr un décollement, mise en évidence du greffon. Vous voyez la mise en place du greffon, donc la mise en place de la membrane, suture, et l'amélioration au fur et à mesure de 6 mois, une année et plus, l'amélioration de l'aspect radiographique et aussi l'aspect gingival. Par contre, là, il reste, donc, comme vous le voyez, un cratère gingival entre les deux. Et là, c'est à contrôler bien l'amélioration. Ça nécessitera une autre chirurgie mucogingivale pour améliorer la situation vu le manque de papier à ce niveau-là. Il y a carrément donc, un cratère qui s'installe qui peut créer des récidives par la suite. Donc, vous voyez aussi une autre image d'un implant. Voilà, donc après dépose de la couronne, vous voyez le défaut, le par sondage. Donc, vous voyez vu au cristal, vous voyez la radiographie et le nettoyage, l'élimination du tissu de granulation, des brossettes métalliques pour bien nettoyer donc, la surface de l'implant, donc nettoyage carrément de la zone, comme vous voyez avec de l'eau oxygénée. Vous voyez l'implant propre, donc le cratère bien visible. Et voilà, ici on peut passer à l'acte, voilà, admettre tout le monde. Voilà, après la pose du greffon, la membrane, suture, et vous voyez l'amélioration radiographique donc, de l'implant. Voilà un autre cas clinique qu'on vous montre, donc inflammation tout autour de la couronne molaire. Donc ici, vous voyez carrément le défaut osseux radiographique. Admettre tout le monde, pardon. L'élimination du tissu de granulation tout autour du cratère. Vous voyez le cratère plus visible, donc nettoyage de la zone, donc un banc détartrage, donc avec des curettes en carbone, soit métalliques comme ici en carbone, donc irrigation de la zone avec des antiseptiques, lavage, condensation osseuse, donc un greffon bio-os, mise en place de la membrane et suture. Voilà un autre cas, donc traitement du périimplantique par lambeau repositionné apicalement. Ici, donc on voit le défaut, donc qui est très important au niveau de plusieurs implants. Donc ici, on va faire un lambeau repositionné apicalement. La périimplantique est objectivée par la présence d'une inflammation donc de la muqueuse, comme vous le voyez, et de poches, saignement, sondage. Donc un lambeau de pleine épaisseur est réalisé pour faire apparaître, comme vous le voyez, donc le défaut osseux. Voilà. Une personne en attente. Et bien nettoyer
L'implant est bien nettoyé et le lambeau est positionné apicalement par rapport à sa position initiale. Donc, comme en chirurgie parodontale sur les dents naturelles, donc ici pour une harmonisation donc, du contour de la muqueuse périimplantaire. Et vous voyez donc après 6 mois de cicatrisation, voilà un autre cas. Vous voyez le sondage avec la sonde en plastique. Euh, vous voyez après le décollement le défaut. Donc, on a carrément l'apparition de fenestration, de vieillissance, comme vous voyez sur l'implant, plus le défaut. Donc, ici, c'est un traitement périimplantaire avec une régénération osseuse à l'aide d'un xénogreffe, bio-os. La périimplantique est objectivée par la présence d'inflammation de la muqueuse, comme vous le voyez sur l'image 1. Voilà, la levée d'un lambeau de pleine épaisseur permet de faire apparaître donc déhiscence sur l'implant B, une lésion intra-osseuse en palatin aussi, on la voit, regardez, au niveau de l'image C, on voit en palatin carrément un défaut osseux de type cratère. Donc un débridement, décontamination et comblement d'un bio-os. Voilà, donc, et là, il vous montre l'image après plusieurs années. Donc, amélioration de l'inflammation, amélioration de la position du niveau osseux après 3 ans. Voilà. Ici, là, je vous ai illustré des cas cliniques d'implants unitaires, de plans jumellaires, des cratères, même allant vers les fénestrations. Comme ça, on a terminé voilà, les thérapeutiques. Donc, la deuxième partie du dernier chapitre, les thérapeutiques des périimplantites et des mycosites, avec l'illustration de cas cliniques ou le traitement, donc, surtout des périimplantites et en plus d'une thérapeutique non chirurgicale antibactérienne. Donc, il y a l'acte chirurgical qui est généralement décollement d'un lambeau et la mise en place de greffons osseux, donc bio-os, autogreffe, comme vous l'avez vu, coagulants, des cratères à traiter, des déhiscences et pénétrations. Voilà, comme ça on a terminé. Là, vous pouvez me poser vos questions, s'il vous plaît. Donc, par chat, si vous avez des questions, vous écrivez par chat, je vais vous répondre, s'il vous plaît. Je vais connecter, vous êtes actuellement connecté sur un autre appareil. Okay.
pour le chat, Jeanne. Je ne sais pas si j'ai connecté dans le Voilà, donc comme je vous ai dit, c'était des illustrations de cas cliniques pour vous montrer euh, euh, les différents cas cliniques. Vous avez vu des cas cliniques, une amélioration. Donc après décollement des lambeaux, généralement pour les périimplantites, il faut passer à l'acte chirurgical en plus de la thérapeutique initiale. C'était des illustrations. L'acte chirurgical qui sont généralement décollement de lambeaux, élimination de tissus de granulation. Vous avez eu des implants unitaires, des implants jumelaires où on a éliminé le tissu de granulation, bien nettoyé, donc détartré, cureté la zone, donc des irrigations, nettoyage de, généralement c'est en forme de cratère. On a vu des cas de fenestration. Voilà. Pour le traitement de ces périimplantites, on commence d'abord par la thérapeutique non chirurgicale et on entame la thérapeutique sauf en cas d'échec de la non chirurgicale. Bien sûr, là, bien sûr, que ce soit les mycosites ou bien les périimplantites, on commence par la thérapeutique non chirurgicale. C'est les mêmes thérapeutiques des parodontites, des gingivites. La mycosite, c'est comme la gingivite. Simplement, donc, le thérapeutique non chirurgical, elle, elle est suffisante dans les mycosites et on a vu plus le cas avance, plus vous avez vu le protocole, la dernière fois, les différents protocoles proposés. Plus on avance, on va rajouter des antiseptiques, si on n'a pas d'amélioration, si ça récidive, des antibiotiques. Et quand la périimplantite est bien installée, bien visible, on passe aussi, donc en plus de la thérapeutique non chirurgicale antimicrobienne, on passera, comme dans la discipline de paro, on passera à la thérapeutique chirurgicale et vous avez vu l'illustration. L'illustration donc des différents cas. Je vous ai montré les différents cas. D'accord, avec des cratères, des déhiscences, où on plaçait des greffons. Vous avez vu le cas d'autographe, donc des copeaux, donc à côté de la zone adjacente, à côté du défaut osseux, donc qui n'a pas été suffisante, donc on a rajouté du bio-os, puis on va appliquer la membrane pour bien supporter, pour une meilleure régénération. Donc une régénération osseuse guidée, bien sûr. Voilà, vous voyez le cas. Ici, le dernier cas. Hein. Ici, par exemple, donc pour vous montrer les différentes situations, où ici, le dernier cas, c'était... Ici, par exemple, c'était une déhiscence du côté vestibulaire et en plus, vous voyez, vue palatine, ça nous montrait un cratère. Donc, on était obligé de placer de part et d'autre donc du greffon, que ce soit pour la déhiscence, que ce soit pour le cratère. Et là, mise en place, ici, s'il n'y avait pas une membrane, ça va. Mais remise en place des lambeaux et c'est bon. Donc, bien sûr, il faudrait bien nettoyer avant, hein, comme en chirurgie parodontale quand on a un défaut osseux. Là, c'est-à-dire montrer différentes situations, vous voyez donc que là, ça va empêcher, dans le cas donc, de docteur Philippe Doucet, donc ici, améliorer une harmonisation du contour de la muqueuse périimplantaire. On a opté carrément pour un lambeau positionné apicalement. Donc, après décollement, vous voyez, donc bien nettoyé, positionné apicalement. Il y a d'autres cas où,
comme vous le voyez, donc le défaut, élimination du tissu de granulation, nettoyage avec les curettes appropriées, lavage, irrigation avec des antiseptiques. Vous voyez une amélioration radiographique bien précise. Donc la situation initiale, vous voyez le défaut, vous voyez ici le nettoyage avec les brossettes métalliques, de la surface implantaire, de l'implant, hein. Et vous voyez donc mise en place du greffon et du lambeau et de la membrane, puis remise en place du lambeau. Et vous voyez les améliorations, généralement au-delà de 6-8 mois, et après 1 an, et par la suite, généralement, le contrôle il est annuel. Voilà, c'est simple. Voilà, il faudrait avoir le matériel. Des fois, on est obligé carrément, donc si la lise elle est vraiment très importante, carrément la dépose de l'implant et faire notre traitement chirurgical, greffant, membrane, et avoir une amélioration du support osseux pour retenter une mise en place d'un implant, par exemple, hein. Vous voyez ici, par exemple, la situation de deux implants jumellaires, le défaut tout autour, donc un cratère bien avancé. Voilà, ça je répète parce que j'ai lu qu'il n'y avait pas un bon sang. J'espère que maintenant vous m'entendez. Vous voyez toujours l'élimination du tissu de granulation, bien nettoyé, irrigué, et la mise en place, comme vous, condensation, vous le voyez dans la diapo 10. Et après la condensation du greffon, la mise en place de la membrane, remise en place du lambeau correctement tout autour de l'implant, et vous voyez l'amélioration par rapport à la situation initiale. Voilà. Ça, c'était pour le cas dont je vous ai parlé la dernière fois, hein. C'est un cas qui est venu en 2003 avec à peine une altération superficielle de l'os. Donc ici, c'était juste un lambeau de curetage remis en place en 2009. Il revient avec une récidive bien déterminée par rapport à l'état initial, hein, donc en 2005. Donc le port après 2003, c'était la pose de l'implant. 2005, donc début de la lésion. Et ça a récidivé en 2009 avec une poche très importante. Bien sûr, je vous ai dit par rapport aux poches, il faudrait toujours, parce qu'il n'y a pas de jonction émail-sément, donc c'est pas le repère, ce n'est plus comme la profondeur de poche, mais il faudrait mesurer, c'est-à-dire après le succès de la mise en place de greffons et s'assurer qu'il y a eu une ostéo-intégration, sondage tout autour, garder et archiver le sondage, et c'est comme ça qu'on va au cours des contrôles, parce qu'on a un contrôle au début, il est mensuel, après semestriel, après chaque année, on refait les sondages et on va voir. Donc, sondage, et on compare toujours par la situation initiale. Donc, s'il y a un approfondissement, et on va voir. Donc, c'est la lésion. Et on prend le signe pathognomonique, ça sera ici, on est obligé de compléter par là le cliché radiographique pour voir est-ce qu'il y a une liste autour par rapport au cliché initial ou non. Est-ce qu'on est dans le stade de mycosite ou bien dans le stade de la périimplantite? Et vous savez que les protocoles diffèrent, on l'a vu la dernière fois. Mais jamais, jamais entamer directement un acte chirurgical. Il faudrait tout d'abord élimination donc, des facteurs étiologiques, pas thérapeutiques, non chirurgicales. Et par la suite, si c'est des périimplantites, bien sûr, la thérapeutique non chirurgicale ne sera pas suffisante. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Comme on arrive ici, on a terminé tout le programme de parodontie.